Eh bien, je vais quand même compter 1, 2, 3 parce que souvent le fichier peut être coupé en tête. Donc, émission radar numéro 162 du jeudi 2 janvier 2025, intitulée CEA et sous-titrée Cohabitation entièrement atomique. Alors déjà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je ne vais pas sacrifier à la tradition plurimillénaire de la célébration du solstice d'hiver, alias fête impériale romaine de Sol Invictus, aka fête pontificale catholique et romaine de la Nativité, célébration archaïque de la naissance divine d'un roi tout-puissant et unique, auquel tous les autres rois, voire les mages, se doivent d'apporter leur tribut en or et autres produits de luxe, fête devenue celle du nuisible consumérisme militaro-industriel mondialisé sous le nom de Noël. Et là, à propos de Noël, je ne résiste pas au fait de citer l'avatar moderne de Diogène, M. Charles Bukowski. Donc je cite Charles Bukowski, « Noël sert à rappeler à ceux qui sont seuls qu'ils sont seuls, à ceux qui n'ont pas d'argent qu'ils n'ont pas d'argent, et à ceux qui ont une famille de merde qu'ils ont une famille de merde. » Je ne sacrifierai pas non plus à l'absurde tradition des bons vœux dans le cadre astronomique de la répétition d'une révolution autour du Soleil, dont la nouveauté n'est qu'administrativement calendaire, avec comme point de départ arbitraire l'accouchement supposé d'une vierge dont le culte débutera au plus tôt 2 siècles après sa délivrance. Ce culte marial tardif n'a strictement rien à voir avec les évangiles, qu'ils soient canoniques ou pas, mais il est le reliquat des cultes matriarcaux anciens des populations conquises par l'Empire romain, afin qu'elles versent leur tribut à Rome sans enfiler de gilet jaune. Au sujet du culte archaïque et impérial de la virginité, je vais citer à nouveau Charles Bukowski. « J'aime bien les prostituées et les gitans, car l'une ne jouera pas le rôle de la femme vierge et l'autre ne se dira jamais nationaliste. » Donc je retourne au visuel de notre émission. Donc, CEA. Alors, nous ne le répéterons jamais assez, le commissariat à l'énergie atomique est un véritable État dans l'État. Alors, imposé sans débat ni vote aux populations meurtries des territoires français en 1945 par un gouvernement provisoire autoproclamé. Depuis le 16 février 2010, date à laquelle le commissariat à l'énergie atomique devient aussi celui des énergies alternatives, il gère autocratiquement tous les investissements alternatifs dédiés aux énergies renouvelables, à la condition que cette production d'énergie soit électrique, industrielle et centralisée, c'est-à-dire qu'elle s'inscrive dans le réseau de distribution d'électricité conçu par et pour les industriels. Ce commissariat, fort de plus de 6 milliards d'euros de budget annuel, oriente, selon ses intérêts propres, la recherche scientifique et diffuse une mortifère propagande qui contamine tous les discours officiels de tous les états-majors politiques et syndicaux, qui présente les activités nucléaires anthropiques comme, au mieux, un mal nécessaire, dans le cadre d'un mix énergétique qui est au kilowatt ce que les kilogrammes sont aux régimes hypocaloriques. Bonsoir Fabrice. Voilà. Je vois que c'est bien, tu as eu le nez creux, tu as commandé ta pinte avant de venir t'asseoir. Donc, tout à l'heure, notre ami Fabrice David interviendra
sur un sujet qui non seulement lui tient à cœur, mais sur lequel il est particulièrement compétent. Mais il vous montrera ça lui-même. T'as pas oublié le numéro de Nexus? Ah bah tu vois, mais c'est pas grave. Bon, donc, permettez-moi de citer les propos d'un politicien européen uni, écologiste vert, monsieur Yannick Jadot, au sujet de la filière nucléaire. Qu'est-ce qu'il dit, Jadot, encore comme connerie? Imposée aux populations des territoires français par le CEA, sans débat ni vote, depuis 1945. Alors voici ce que dit Yannick Jadot. Et c'est marqué aussi sur notre petit visuel. Aujourd'hui, une partie des personnes convaincues de leur engagement climatique considèrent le nucléaire comme une option. Alors, les personnes qui subissent de plein fouet les mortelles conséquences météorologiques liées à l'actuel dérèglement climatique, si elles sont sans papier d'identité français, ne seront jamais considérées comme des êtres humains et ne seront que des êtres humains de seconde classe. Et notamment par toutes les personnes qui considèrent le nucléaire comme une option verte acceptable, voire incontournable, comme monsieur Yannick Jadot. Alors, comme pourra nous le dire le chef de l'actuelle consensuelle cohabitation entièrement atomique et gouvernementale française, lorsque le réacteur nucléaire EPR de Flamanville passera en mode « je fais ce que je veux », c'est-à-dire en mode hors contrôle, eh bien, voici ce que nous dira le petit cron. Heureusement, si nous n'étions pas en France, nous serions 10 000 fois plus dans la merde. Dans la merde, exactement. Alors, la tragique absurdité commune des citations Jadot-Macron est équivalente à la comique absurdité du sketch de Raymond DeVos à Quand les vacances. Alors, comme il ne fait rien pendant ses vacances, Raymond DeVos, et comme il n'a rien à faire à Caen, il s'est dit qu'il allait aller à Caen. Alors, il veut prendre un car pour Caen, il demande au guichet de la gare routière, pour Caen, quelle heure? Le guichetier lui répond, pour où? Et il lui rétorque, pour Caen. Alors, l'auteur-interprète, Raymond DeVos, fait émerger avec brio les perles rieuses d'un chapelet de quiproquos grâce à l'emploi ciblé d'homonymes de Choisy. Cette absurdité n'est qu'apparence, sémantique, de la même manière que l'absurdité de nos existences émerge de phénomènes ondulatoires sous-jacents. Pour nos cerveaux, l'addition et la multiplication sont commutatives. L'inversion des termes ne modifie pas le résultat de nos calculs. 2 fois 5 est toujours égal à 5 fois 2. Pourtant, ces règles arithmétiques sont inadaptées pour modéliser des observations réalisées aux frontières des 3 infinis. De l'infiniment grand, l'univers, ou tout du moins la portion observable de l'univers, de l'infiniment petit, les constituants et les interactions atomiques, et de l'infiniment complexe, la biologie et l'information. Au niveau atomique et subatomique, des matrices sont employées pour réaliser des calculs prédictifs. Avec les outils mathématiques que sont les matrices, la multiplication n'est pas commutative, ce qui signifie que la matrice A fois la matrice B donnera un résultat différent de la matrice B fois la matrice A. C'est une des raisons pour lesquelles, lorsque l'on mesure la position d'un événement à l'échelle atomique, c'est-à-dire lorsqu'on détermine son où, son quand reste indéterminé et réciproquement. Une onde n'est jamais une particule. Ce que nous considérons à tort comme une particule est l'image locale d'une onde observée au sein du continuum spatio-temporel. La mesure, ou les mesures, ainsi que l'ordre dans lesquels les mesures sont effectuées, vont déterminer les résultats obtenus. Le monde, à l'échelle nucléaire, est statistiquement parfaitement déterminé, sinon aucun des miracles technologiques quotidiens auxquels nous sommes habitués ne serait possible. Téléphone portable, là, qui nous permet d'être en direct ce soir,
microprocesseurs, qui font partie aussi du téléphone portable, GPS, écran plat, fibre optique, mémoire flash, des clés USB, des disques SSD, qui utilisent un effet quantique qu'on appelle l'effet tunnel. Donc j'en passe et les meilleurs. Substituons au tautologique cogito ergo sum du spéciste René Descartes, dont la traduction française est « je pense donc je suis », la vie est. Car ce qui est sous-jacent aux propriétés des phénomènes spatio-temporels indispensables à l'apparition d'un observateur conscient, donc vivant, ne peut être que conscience, donc vie. L'ordre des termes utilisés en physique nucléaire est primordial. Le nucléaire nous est consubstantiel, en ce sens que sans la détermination précise des probabilités de présence de l'onde électron, aucune chimie, donc aucune biochimie, ne serait possible. Nous ne serions tout simplement pas. Si l'électricité produite par toutes les installations nucléaires anthropiques représente actuellement moins de 4% de toutes les énergies consommées par les êtres humains, je peux néanmoins affirmer que 100% des énergies consommées, quelle que soit l'époque historique à laquelle on se réfère, sont d'origine nucléaire. Les courants, les vents, les précipitations sont déterminés par les variations atmosphériques et océaniques de composition, de température et d'hygrométrie. Et là, je vais boire un petit coup de café quand même. Il en est de même pour l'activité de toute la chaîne trophique, débutant par la photosynthèse. Ces variations de composition, de température et d'hygrométrie sont elles-mêmes conditionnées par l'action et la répartition de l'énergie radiative provenant de l'activité de fusion nucléaire du Soleil. Ce sont l'équivalent d'environ 173 milliards de kilowatts qui parviennent jusqu'à la Terre toutes les secondes. En 2h30, la Terre reçoit du Soleil une énergie équivalente à celle consommée par toute l'humanité en une année. Brûler une serre de bois, se chauffer au charbon, au gaz naturel ou au biogaz, utiliser des moteurs à combustion interne ou des moteurs électriques, turbiner des courants marins, récupérer l'énergie de la houle, placer des éoliennes sur terre ou en mer, construire des barrages hydroélectriques, des centrales marémotrices, utiliser le solaire thermique et le solaire photovoltaïque, toutes ces énergies ont pour origine l'énergie rayonnée par le Soleil qui fusionne chaque seconde 620 millions de tonnes d'hydrogène en 615,7 millions de tonnes d'hélium. La différence de masse est intégralement convertie en énergie. Les centrales nucléaires, la tectonique des plaques, les centrales géothermiques et la chaîne trophique de chimiosynthèse des fosses abyssales n'existent que grâce à la fission nucléaire de radioéléments naturels terrestres, eux-mêmes issus de processus de fusion nucléaire stellaire de différentes variétés d'étoiles beaucoup plus grosses et beaucoup plus vieilles que le solitaire jeune et petit soleil. Et là, je vais montrer à ce sujet la fameuse table de Mendeleïev, mais c'est un tableau des nucléosynthèses des radioéléments naturels et artificiels. Et donc, on reverra cette table, mais on s'aperçoit que tous les éléments qui vont suivre le plutonium sont des éléments des radioisotopes artificiels donc qui ont été créés par l'homme et qui n'existaient plus sur Terre avant 1945. Voilà. Donc, la nucléosynthèse stellaire génère un excédent d'énergie, mais uniquement jusqu'à l'élément fer. Ensuite, elle consomme de l'énergie, car la masse des éléments issus de ces nucléosynthèses est supérieure à la masse initiale des éléments fusionnés. Tous les éléments naturels de masse atomique supérieure à celle du fer sont issus de réactions de fusion nucléaire liées à des événements astronomiques impliquant des quantités colossales d'énergie, collision, implosion et explosion d'étoiles.
La majorité de ces événements cataclysmiques ont heureusement eu lieu longtemps avant la formation du système solaire. Reste un domaine nucléaire qui est l'objet de controverses scientifiques, celui de la fusion froide. Notre ami Fabrice David, ici présent, connaît très bien ce sujet. Je vais donc lui laisser la parole. Voilà, à toi Fabrice. Oui, alors, vous me pardonnerez, les téléspectateurs me pardonneront. Aujourd'hui, je vais laisser de côté les internautes, vous pouvez me faire marquer, excusez-moi. Aujourd'hui, je vais laisser de côté les interventions du type clownesque et un petit peu cynique. C'est pas grave. Dont j'étais coutumier pour vous parler d'un problème qui me tient à cœur et dans lequel je suis tombé dedans tout petit il y a maintenant près de 35 ans. C'est la fusion froide qui est un problème scientifique qui me passionne parmi d'autres depuis des années. Alors qu'est-ce que c'est que la fusion froide? D'abord, qu'est-ce que c'est que la fusion chaude? Qu'est-ce qui se passe dans une bombe atomique? Qu'est-ce qui se passerait dans une bombe thermonucléaire, bien sûr? Qu'est-ce qui se passerait dans le réacteur nucléaire ITER s'il marchait? Eh bien, on aurait fusion de noyaux de deutérium constitués d'un neutron et d'un proton avec un autre noyau de deutérium constitué lui aussi d'un proton et d'un neutron. Alors, on peut aussi prendre du tritium, mais là on va simplifier. Ce qu'il faut dire, c'est que le deutérium, c'est de l'hydrogène. C'est l'hydrogène que l'on trouve dans ce qu'on appelle l'eau lourde. Et le tritium, c'est aussi de l'hydrogène, et c'est l'hydrogène qu'on trouve dans l'eau super lourde. Voilà, exactement. Petite parenthèse. Et explique aussi l'origine, tu expliqueras aussi l'origine historique de la fusion froide. Il faut citer les chercheurs, voilà. Par exemple, lorsque je bois cette excellente bière blanche, eh bien je bois un 3 millième d'atomes de deutérium, parce que l'eau, l'alcool, les arômes de cette bière eh bien, contiennent de l'hydrogène, mais contiennent aussi, pour un atome sur 3000, un atome de deutérium. Alors c'est de l'hydrogène, mais au lieu d'avoir eu un seul proton, il y a un proton et un neutron. Si on les comprime très fortement à l'intérieur d'une bombe atomique ou à l'intérieur d'un réacteur du type tokamak, ils vont finir par se coller en libérant une énergie considérable. Et dans le cas d'une bombe atomique, pas de chance, cette énergie considérable ne peut pas s'évacuer pour des raisons quantiques du noyau d'hélium formé. Il reste fortement excité et donc la seule façon pour lui d'évacuer cette énergie, c'est ce qui se passe dans le réacteur nucléaire ITER, c'est d'éjecter un neutron à grande vitesse et il va nous rester un noyau d'hélium 3. Ou alors on a le choix, il faut aussi éjecter un proton, c'est moins ennuyeux, schlack. Et on garde un noyau de tritium. Tritium qui d'ailleurs est radioactif puisque un de ces protons, au bout de 12 ans en moyenne, va se transformer en neutron. En libérant un électron. En libérant un électron, exactement. Alors, c'est très compliqué d'obtenir la fusion du deutérium ou la fusion du deutérium et du tritium. Et donc, des alchimistes modernes et anciens se sont mis en quête de réaliser cette fusion à température ambiante. Alors, il y a eu des gens célèbres qui s'y sont intéressés par le passé. On a eu par exemple le comte von Zeppelin, le fabricant des dirigeables, des fameux Zeppelins. Eh bien, il a, à l'époque pendant la Première Guerre mondiale, il a monté un laboratoire de fusion qu'on appelait froide. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne connaissait pas la fusion chaude, on connaissait la fusion froide. Et il a essayé, à partir d'hydrogène, donc de deutérium, de fabriquer de l'hélium. Je le sais parce que mon grand-oncle, qui était inventeur, était prisonnier de guerre et il a été recruté dans ce laboratoire du comte Zeppelin. Une cinquantaine d'années plus tard,
à Salt Lake City, la patrie des Mormons, il y avait 2 universités rivales. L'université Brigham Young, un des chefs de la communauté mormone. J'aime bien les Mormons, ils ont, j'aime bien. Ils aiment la vie, enfin bref. Et ils sont un peu maso parce qu'au lieu d'avoir une seule femme comme tout le monde, ils en ont quelquefois une dizaine. Et là, je dois dire. Ils avaient. Oui, enfin, ils l'ont quand même. Ce n'est plus permis par le dogme. Oui, c'est plus permis par le dogme, mais enfin, le dogme, c'est le dogme officiel. Et ils ne fusionnent plus comme ça en groupe. Ils ne fusionnent plus en groupe. Voilà. Ouais, Revenons à la fusion. Revenons à la fusion froide. Et donc, il y avait une équipe à l'université Brigham Young et une équipe à l'université de l'Utah, l'université d'État. Et chacune cherchait à réaliser ce rêve des alchimistes à partir d'hélium, à partir de deutérium, fabriquer de l'hélium en libérant une énergie considérable. Alors il y avait Stephen Jones, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui était un historique de la fusion et qui avait travaillé sur la fusion froide par muons, qui était une idée des Russes au début, du prix Nobel Alvarez aussi, mais enfin les Russes y avaient pensé un petit peu avant. On ne sait pas qui y avait pensé en Russie, mais des chercheurs allemands en Russie avaient eu l'idée aussi. Et de l'autre côté, à l'université de Utah, il y avait 2 chercheurs, un d'origine française qui s'appelait Stanley Pons, et un autre d'origine anglaise, tchécoslovaque d'ailleurs, puis anglaise, qui s'appelait Martin Fleischmann, et qui ont, voilà, Pons et Fleischmann, et qui ont découvert qu'en utilisant une électrode en palladium, en la mettant dans l'eau lourde, en faisant passer un courant électrique, eh bien on obtenait plus de chaleur qu'on introduisait à l'intérieur de l'eau lourde sous forme de courant. Et comme il y a eu une grosse concurrence entre les 2 groupes, eh bien ils se sont laissés aller à organiser une conférence de presse avant de publier dans des revues à comité de lecture. Je dois dire que je leur donne tout à fait raison, parce que s'ils avaient envoyé un article dans une revue à comité de lecture, elle aurait probablement été refusée, et puis c'est l'autre équipe qui aurait gagné le pompon, donc ils n'avaient pas vraiment le choix. Alors, le mainstream scientifique s'est déchaîné contre eux. On leur dit c'est pas possible, tout le monde sait qu'on ne peut pas faire de fusion à froid. Et là c'est le mot qui tue en science, tout le monde sait. Non, tout le monde ne sait rien du tout. La science, c'est la surprise. La science n'est jamais consensuelle. La science, c'est le débat scientifique, c'est la dispute scientifique, c'est la controverse. C'est la controverse, exactement, comme le dit Limo, c'est quelque chose de vivant. Tout à l'heure, tu as dit une phrase très importante, c'est la vie est partout, la vie est. Voilà. Et la science, sans vie, la science, ce n'est qu'une science fossilisée. Et donc, il a fallu, pendant environ une trentaine d'années, eh bien, les chercheurs ont travaillé clandestinement. Sans budget, sans reconnaissance. Par exemple, le directeur du commissariat, enfin le haut commissaire au commissariat à l'énergie atomique en France a dit qu'il n'y avait aucun problème pour que les scientifiques français du commissariat à l'énergie atomique travaillent sur la fusion froide, à condition qu'ils le fassent chez eux, pendant leurs heures de vacances et sur leur denier personnel. Donc évidemment, ce n'étaient pas les meilleures conditions pour faire avancer la science. Et c'est des gens un petit peu fous, comme votre serviteur, Biberian, ou comme des gens plus sérieux, comme le professeur Biberian, comme le professeur Hagelstein aux États-Unis, comme le professeur Parkhomov et le docteur Belouzova en Russie. On travaille là-dessus et finalement on s'est rendu compte que eh bien, il y avait quelque chose de réel derrière cette fusion froide, que ce n'était pas que des erreurs expérimentales, il y a eu des erreurs expérimentales, ça fait aucun doute. Qui n'en fait pas?
mais il y a quelque chose de réel. Et donc il y a des équipes qui ont réussi à obtenir de l'énergie. Par exemple, j'ai ici un petit générateur à fusion froide qui contient c'est ce qu'on appelle de la solid state fusion. Et donc, eh bien, ça ressemble à une pile électrique. Ça délivre un modeste courant, mais qu'on peut utiliser indéfiniment. Donc c'est quand même beaucoup mieux qu'une pile. Il n'y a pas besoin de la recharger. Par contre, ce sont des applications à faible puissance. Voilà. Alors effectivement, Nimo a tout à fait raison. Il ne faut pas oublier qu'un réacteur à fusion nucléaire, on en a un. Il est au-dessus de nos têtes et il délivre ici, sur cette table qui fait à peu près 1 mètre carré, en plein soleil. Si on la sort en été en plein soleil à midi, ce réacteur nucléaire, qui est notre propriété à tous, il délivre 1 kW, c'est-à-dire la puissance d'un gros radiateur électrique, sur chaque mètre carré de la Terre. Ce réacteur, vous connaissez son nom, c'est le Soleil. Au niveau du sol, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est reflétée par la haute atmosphère. Voilà, au niveau du sol. Et d'ailleurs, il faut préciser que, et je vais en parler dans la suite de l'émission, que les ultraviolets vont transformer l'oxygène en ozone, mais qu'il faudra attendre que ce soit des cyanobactéries, donc des êtres vivants, qui dégagent cet oxygène, c'est-à-dire qui viennent briser le CO2 en libérant l'oxygène, en fixant le carbone. Donc la vie va fixer le carbone, libérer de l'oxygène, et après les rayonnements solaires vont créer de l'O3, l'ozone, qui va devenir un filtre au rayonnement ultraviolet, donc qui va permettre à la vie de sortir des océans. Voilà, c'est assez intéressant de voir comment la fusion et la radioactivité et le nucléaire sont à l'origine de phénomènes qui sont la base même du vivant. Tout à fait. Autre chose, quand tu as dit par rapport au fait que la science n'était jamais consensuelle, je crois qu'il faut aussi se rappeler que sur ce qu'on appelle les supraconducteurs, les 2 chercheurs qui ont fait le premier grand pas dans la supraconductivité sont des chercheurs déjà assez âgés et qui ont recherché des supraconducteurs dans des oxydes métalliques, alors que les oxydes métalliques sont réputés pour être des isolants. Quand tu as une carte électronique qui a de l'oxyde sur les ports, et bien tout à coup, justement, tu as des faux contacts parce que justement l'oxyde est isolant. Mais c'est très intéressant parce que souvent, la science est orientée par des technocrates qui souvent n'ont pas de formation scientifique suffisante et qui vont en fin de compte faire labourer des sillons qui ne sont pas prometteurs, alors que c'est souvent là où on pense qu'il ne faut pas chercher qu'il y a réellement la pépite à trouver. Tout à fait. Et tout à l'heure, Nimo nous parlait des 3 infinis. L'infini au-dessus de nos têtes, l'infini microscopique, l'infini de la complexité, il y a aussi l'infini de la connerie humaine, et qui lui est insondable. Qui fait partie de la complexité. Qui lui est insondable et donc qui pollue la science, qui pollue la politique, qui pollue un peu tout. Donc n'oublions pas, un réacteur nucléaire parfaitement au point, parfaitement réglé, on en a un au-dessus de nos têtes. Il ne demande qu'à être utilisé. Thermonucléaire. Il ne demande qu'à être utilisé avec des panneaux photovoltaïques, avec des panneaux solaires thermiques qu'on oublie souvent. Le problème, c'est que dans l'espace profond, il n'y a que du froid, il n'y a que de l'obscurité, il n'y a pas de soleil. Au-delà de l'orbite de Mars, eh bien, il y a peu de possibilités d'utiliser des panneaux solaires, sauf si on a des panneaux solaires énormes. Par exemple, la sonde qui est partie dans le système solaire lointain récemment, vers les points de Lagrange de Jupiter, eh bien, les panneaux solaires pèsent plus lourd que la sonde. Oui, bien sûr. Donc c'est pas utilisable dans l'espace lointain, c'est pour ça que... Sauf qu'on pourrait tout à fait imaginer une voile solaire de convection avec un Stirling, parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans l'espace, la face éclairée est très chaude, mais la face à l'ombre est très froide. Et ça se prête tout à fait à des moteurs qu'on appelle les moteurs Stirling. Et si on avait une convection du rayonnement solaire sur un Stirling spatial, on pourrait récupérer de l'énergie électrique et avoir carrément un moteur ionique qui serait lui-même alimenté par cette électricité.
loin du soleil, il faudra tout de même en apporter la preuve expérimentale. Je suis reconnaissant à Nimo tout à l'heure d'avoir éclaté un fameux jancovicisme. Qu'est-ce que c'est qu'un jancovicisme, hein? C'est un jancovicisme, c'est une affirmation péremptoire, sans aucune preuve, affichée avec un grand aplomb. Et en particulier, Jean Covici nous avait appris que l'hélium-3 était radioactif, vous voyez, des choses comme ça. Et je dois dire, Jean Covici... Tu l'as mis où, le papier que je t'ai donné sur les éléments? Je ne sais pas, je vais le retrouver. Et donc Jean Covici, c'est vraiment un exemple parfait de ce que la haute noblesse d'État de Polytechnique est capable de nous livrer. Alors il a une chaîne YouTube qui est intéressante. Je veux dire, elle est presque aussi intéressante que celle d'Inoxtag, vous voyez. Sauf que le problème, c'est qu'Inoxtag, il ne conseille pas nos élus de droite et de gauche depuis 20 ans. Donc il a fait beaucoup moins de mal que Jean Covici avec ses jancovicismes. Voilà, à bientôt. Et je repasse la parole à Nimo. Donc la science, de toute manière, ne sera jamais consensuelle. C'est-à-dire que la science est bâtie sur des controverses. Et justement, je vais en parler et je vais prendre un détour étonnant pour revenir à notre sujet. Je vais parler du 27 décembre 1831. Le 27 décembre 1831, un navire part du port de Plymouth pour effectuer une expédition hydrographique et cartographique initialement prévue pour une durée de 2 années. À son bord, le jeune naturaliste Charles Darwin. Alors, en 1835, alors vous voyez, elle était partie initialement pour 2 années, et là je dis en 1835, donc l'expédition qui s'est prolongée de plusieurs années sur le Beagle va accoster dans l'archipel des Galapagos. Alors Galapagos, c'est les îles des tortues de mer en langue espagnole. Alors, un groupe d'îles volcaniques au nord-ouest de l'océan Pacifique qui servait dès le XVIIe siècle de zone de ravitaillement aux marins, pirates ou non, qui avaient compris que pour échapper au scorbut, carence en vitamine C, la consommation de viande de tortue conservée vivante, souvent sur le dos dans les cales des navires, était vitale. Alors, cet archipel abrite des reptiles marins herbivores. Alors, c'est étonnant, parce que là, on est en train de parler de biologie. Où est donc le nucléaire? Eh bien, on va y venir. Des reptiles marins herbivores qui broutent les algues côtières. Alors, cette espèce est endogène, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs. Cela va être pour Charles Darwin le point de départ d'une réflexion sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Les iguanes marins vivent dans un isolement insulaire naturel au sein de l'archipel des Galapagos. Cet archipel se situe à plus de 900 km des côtes de l'Amérique du Sud, qui, je me permets de le rappeler à la nouvelle espèce anticapitaliste partisane et endogène au territoire français, ne peut pas être considérée en tant qu'Amérique latine, notamment par toutes ses populations locales. Et autochtones, surtout. Alors, selon l'île à laquelle ils appartiennent, les iguanes marins ont des tailles et des couleurs différentes. Cela souligne l'importance des frontières naturelles dans le cadre de la spéciation, c'est-à-dire au niveau des mutations, qu'elles soient directement observables, phénotypiques, ou purement génotypiques. Alors, des espèces isolées géographiquement, comme aux Galapagos. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et puis après, voilà, des espèces isolées géographiquement, comme aux Galapagos. Et c'est ça qu'il faut orienter. Voilà, sinon on n'a plus le micro bien directif. Suivront des voies évolutives originales liées aux conditions locales spécifiques de leur milieu de vie. Lorsque les frontières naturelles disparaissent ou qu'une espèce alloctone est introduite, les espèces les mieux adaptées finissent par remplacer inéluctablement celles qui sont moins bien adaptées. Les prédateurs marins géants, qui étaient les mégalodons,
n'ont pas disparu parce que leur proie était devenue plus rapide, voire plus forte, mais uniquement parce qu'ils étaient moins bien adaptés que celle-ci au refroidissement océanique du début d'une période glaciaire. Les baleines à fanon, qui faisaient partie du régime alimentaire des mégalodons, ont migré vers des eaux plus froides, trouvant leur pitance dans un environnement dont le mégalodon était exclu, faute de pouvoir s'y adapter. L'interprétation simpliste de tous les capitalistes primaires de l'évolution des espèces en tant que loi naturelle, qui stipulerait que la survie est réservée aux forts au détriment des faibles, nous laisse augurer que le capitalisme rejoindra très bientôt les mégalodons au terminal des prétentieux. Faisons en sorte qu'il ne nous entraîne pas avec lui dans son inéluctable chute annoncée. En extrapolant les conclusions de Charles Darwin, nous pouvons considérer les planètes comme étant les îles d'archipels stellaires. Et les planètes abritant la vie, dont le seul exemplaire que nous connaissons actuellement est la Terre, doivent, comme elle, développer des formes de vie endogènes à partir de briques moléculaires dont certaines sont déjà détectées dans l'espace. Molécules prébiotiques transportées par des courants gravitationnels au sein des espaces intergalactiques et interstellaires, jusque sur les îles-planètes des innombrables archipels stellaires qu'abritent les vastes océans galactiques. La pluralité des mondes de Giordano Bruno, torturé et brûlé vif pour hérésie par l'Église catholique, apostolique et romaine à Rome le 17 février 1600, avait plus de 4 siècles d'avance sur son temps. Ne confondons jamais la thèse de ce penseur exceptionnel avec la vacuité intellectuelle de ceux qui professent que la Terre serait plate, voire creuse, ou avec les thèses de tous les énergumènes qui prétendent distinguer des technologies exogènes au sein de vestiges archéologiques, alors qu'ils sont trop souvent ignorants des technologies passées, voire totalement incapables de comprendre les technologies actuelles, celles qui leur permettent malheureusement de diffuser très largement leurs délirantes élucubrations. Grâce aux travaux de Ernest Rutherford, au début du XXe siècle, on sait que la chaleur interne du globe terrestre est due essentiellement à l'exothermicité des réactions de désintégration spontanée d'isotopes radioactifs naturels, identifiés plus tard comme appartenant au potassium K40, à l'uranium, surtout U-235, et au thorium TH-232. La découverte par les techniciens du CEA en 1972 de traces fossiles de réactions en chaîne naturelle de fission nucléaire dans du minerai d'uranium gabonais provenant de la mine d'Oclo a confirmé l'hypothèse que le scientifique Paul Kuroda, spécialiste en chimie nucléaire, avait présentée en avril 1956 à la réunion annuelle de l'Union américaine de géophysique. Fleuves, océans, chaînes de montagnes, toutes ces frontières naturelles n'existeraient pas sans la tectonique des plaques. Et la tectonique des plaques n'existerait pas sans l'activité magmatique terrestre. Donc, sans l'apport énergétique lié à la radioactivité des radionucléides naturels que contiennent les roches terrestres, donc l'évolution des espèces, la couche d'ozone qui nous protège des rayonnements ultraviolets solaires, ainsi que le champ magnétique terrestre qui nous protège des dangereuses particules chargées du vent solaire, n'existerait pas sans la radioactivité, sans le nucléaire. La radioactivité est utilisée tant au niveau des diagnostics qu'au niveau des traitements médicaux, scintigraphie et radiothérapie,
Les produits radiopharmaceutiques n'ont pas besoin de réacteurs nucléaires pour être produits, mais uniquement d'accélérateurs de particules, les fameux cyclotrons. Voilà pourquoi se déclarer en opposition avec ce qui est, c'est-à-dire avec la radioactivité, ainsi que le seul isotope naturel qui soit fissile, l'uranium-235, est totalement stupide. La radioactivité, c'est la vie. Et je vais passer la parole à mon ami Pierre Merechkovski. Sinon, je vais faire le texte. Alors maintenant, je suis pas prêt. Situation 17. Station RATP, premier trottoir roulant. La serre tropicale du RER A, gare de Lyon. L'homme et la femme sur un trottoir roulant de la RATP. L'homme. Un corbeau, oiseau, chante. Annonce de la RATP, diffusant des chants d'oiseaux. Le trottoir roulant longe la serre tropicale de la station gare de Lyon. L'homme. Plusieurs corbeaux se mettent à chanter. La femme. Tous les oiseaux corbeaux chantent. Annonce RATP. Attention à la marche. La femme. Quelle heure est-il? Tu ne sais pas quelle heure il est? Fin du trottoir roulant. Des passagers attendent devant un second trottoir roulant montant. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de bruit. La femme, il se tait. L'homme, tu ne veux pas aller au bord de l'eau? La femme, quelle heure est-il? Tu ne sais pas quelle heure il est? Situation 18. Ouais, mais je peux pas là, je peux pas. Ça, je peux pas là, je te viens de lire en même temps. Station RATP, second trottoir roulant. Non, mais la femme tourne en haut. Haut-parleur, chant d'oiseau. L'homme et la femme tournent en haut autour d'un palier. L'homme. Papa est communiste, papa a une auto. Maman est communiste, maman a une auto. Mon oncle était communiste, il avait une auto. Le délégué de la société, auteur francophone, est communiste. Il a une auto. Ma tante n'est pas communiste, elle a une auto. Les passagers entassés sur le trottoir roulant montent. Les passagers se remettent tous à chanter. Ma grand-mère était communiste, mon grand-père était communiste. Ils avaient des autos. Mon voisin n'est pas communiste, il a une auto. Mon grand-père a eu une auto au loto. Mon arrière-grand-mère fumait dans une auto. Mon livreur est CGT, il a une auto. Mon cousin est communiste, il a une auto. Je ne sais pas. Et moi j'ai un vélo. Ah non, ma cousine est communiste, elle a une auto. Staline était communiste, il avait une auto. Mon réparateur de vélo a une auto. Mon frère est communiste, il a une auto. Ma sœur est communiste, elle a une auto. L'éditeur est un ancien communiste, il a une nouvelle auto. Ma filleule est communiste, elle a une auto. Ma sœur est communiste, mon frère est communiste, mon grand-père est communiste. Les passagers descendent du trottoir roulant. Mon beau-frère est communiste ex, il a une auto. Ma belle-sœur qui est communiste ex, elle a une auto. Mon grand-arrière-grand-père est communiste ex, il a une auto. La file des passagers entassés sur le trottoir roulant, montant vers la barrière, et tous reprennent mon cœur. Et moi, j'ai un vélo là-haut. Oh, un vélo. Là-haut. Quelle heure? Voix de l'homme, quelle heure est-il? Voix de la femme, je ne sais pas à quelle heure il est. Je n'ai pas perdu ma montre. Voix de l'homme, je ne pense pas que tu aies perdu ta montre. Ta montre n'a pas pu être perdue. Fin. Vit toujours dans nos cœurs.
Et donc voilà, avant que Pierre n'intervienne, je disais de manière un peu provocatrice, la radioactivité c'est la vie. Et là, si je pouvais avoir une limonade, ça m'arrangerait bien parce que j'ai la gorge hyper sèche. Tu peux me commander une limonade, j'ai trop la... Donc, alors, la radioactivité c'est la vie, cette affirmation... Cette affirmation était valable jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1898, Marie Curie isole le polonium et le radium, deux éléments très radioactifs, à partir de minéraux de pitchblende. Vanté pour ses bienfaits, le radium devient instantanément source de jouvence pour le grand public, source de profit pour les industriels et une valeur refuge pour les capitalistes qui le thésaurisent. À cette époque, l'oxyde d'uranium servait uniquement de pigment industriel. Bien sûr, il ne faut jamais confondre radioactivité avec fission nucléaire. Le radium, hautement radioactif, 1 gramme de radium radie 37 gigabecquerels, soit 37 milliards de désintégrations spontanées par seconde. Pose-le, parce que le micro, il faut orienter le truc pour que le micro soit vers moi. Voilà. Donc, on parle de désintégration spontanée, car cette radioactivité n'est pas provoquée par la capture d'un neutron thermique, c'est-à-dire ralenti par un modérateur, ou d'un neutron rapide, comme c'est le cas pour le seul isotope naturel fissile, l'uranium-235, qui offre donc la possibilité naturelle de création artificielle d'une réaction nucléaire en chaîne, explosive dans le cas d'une bombe atomique de type gun, ou d'une réaction nucléaire en chaîne plus ou moins lente dans les cas des piles atomiques puis des réacteurs nucléaires lorsqu'ils divergent. Cette réaction de fission nucléaire de l'uranium-235 représente une énergie massique potentielle très supérieure à celle des réactions chimiques en chaîne, telle la combustion. 1 gramme d'uranium-235 contient à peu près autant d'énergie que 3 tonnes de charbon. La première étape de cette filière nucléaire militaro-industrielle est l'extraction du minerai. Il faut en moyenne extraire 4000 m3 de roches granitiques pour obtenir 24 kg d'uranium, soit en moyenne 10 600 tonnes de roches granitiques pour obtenir seulement 241 grammes d'uranium-235, parce que l'uranium-235 ne constitue que 0,71% de tout l'uranium. Donc on le voit, 10 600 tonnes pour obtenir 24 kg d'uranium, mais en fin de compte 241 grammes d'uranium-235. Et environ donc 23,75 kg d'uranium-238, soit environ 44 tonnes de roche par gramme d'uranium-235. La plus funeste date est peut-être celle de la naissance du superpoison plutonium, un radionucléide artificiel fissile. Le samedi 14 décembre 1940, il est produit et isolé pour la première fois à l'université californienne de Berkeley en bombardant de l'uranium-238 par du deutérium, l'hydrogène de l'eau lourde, dont nous a parlé tout à l'heure notre ami Fabrice. Alors, le laser mégajoule est une installation nucléaire militaire capable d'expérimenter des réactions de fusion nucléaire miniatures, des mini-bombes H. Cette installation bordelaise déroge aux engagements pris par l'État français qui a signé en 1992 l'hypocrite traité onusien de non-prolifération nucléaire. Pourquoi hypocrite ? Je vais boire un petit coup. Parce que ce traité exclut de son champ d'application toutes les munitions pyrogènes, pointe d'uranium-238, comme si seules les réactions nucléaires en chaîne étaient radioactives, et qu'elles seules dispersaient des isotopes radioactifs.
Ces armes, lorsqu'elles effectuent des frappes sur ordre d'état-major militaire, provoquent d'innombrables, volontaires, durables et mortelles contaminations environnementales, liées aux particules fines d'uranium-238, dispersées par l'alliage eutectique en fusion d'uraniums et d'acier des blindages perforés par l'impact de ces munitions. Hélicoptères Apache, avions antichars A-10, hélicoptères Tigre, missiles Tomahawk, tous ces vecteurs guerriers utilisent de criminelles munitions radioactives qui handicapent et tuent en toute impunité internationale les êtres vivants dans les zones ciblées. Et cela durablement après la fin des conflits où ces munitions sont criminellement mises en œuvre. Les industriels nationaux qui collaborent avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que ceux, souvent les mêmes, qui collaborent avec la Direction générale à l'armement, ont à leur entière disposition un stock de plus de 350 000 tonnes d'uranium-238 qu'ils appellent opportunément uranium appauvri, avec lequel, sans aucun scrupule, ils enrichissent leurs actionnaires au détriment de la santé et de la vie de tous les êtres vivants qui ingéreront et respireront les invisibles et mortels poisons radioactifs dispersés dans le respect onusien de la paix, de la prospérité et de la santé dans le monde entier. L'usine de la Pointe de La Hague, qui extrait du plutonium des barres de combustible nucléaire usagées, rejette tous les jours, depuis bientôt 60 années, plusieurs dizaines de mètres cubes d'effluents liquides radioactifs grâce à une conduite de 2 km de long qui débouche directement dans la Manche. Le samedi 21 décembre 2024, le chef de l'État français a salué le raccordement au réseau après 17 années d'un chantier qui a fait plusieurs victimes et dont les coûts ont été multipliés par 4 du réacteur nucléaire EPR de Flamanville. D'après l'irresponsable en chef de la République française, alias le Petit Cron, aka le monarque éborgneur, promoteur des premiers écologistes nationaux armés ainsi que des bassines écologiques, la mise en service d'un réacteur nucléaire fonctionnant avec un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium, dont les taux de carbone des aciers de la cuve et du couvercle ne répondent pas aux exigences sécuritaires techniques initiales fixées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, IRSN, ce raccordement au réseau réalisé in extremis 10 jours avant la fin de l'année 2024 renforce notre compétitivité et protège le climat. La dissolution du thermomètre qu'était l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le 31 décembre 2024, il y a 2 jours, ne réglera aucune des nuisibles conséquences de toutes les activités industrielles sur le climat de la Terre, ne renforcera pas notre radioprotection et ne nous protégera en rien des conséquences durables, sanitaires et sociales d'une future perpétuelle catastrophe industrielle nucléaire par ordonnance et par décret. Les millions d'êtres vivants qui ont perdu leur santé et la vie, contaminés depuis 1945, grâce à la dispersion volontaire ou accidentelle d'éléments radioactifs, et je bois un petit coup parce que... dispersion inhérente à toutes les quotidiennes et normales activités de la mortifère filière nucléaire militaro-industrielle, ne partagent pas l'opinion de tous les chefs de l'État français, de leur gouvernement, d'union nucléaire nationale et de leurs cosmétiques oppositions agréées par l'inique constitution néocoloniale de la Ve République française, dont les monarques élus et leur Premier ministre restent les hommes de paille du véritable État dans l'État, qu'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Tous les radionucléides, au-delà de l'uranium, tous les radionucléides au-delà de l'uranium, à commencer par le superpoison plutonium, sont aujourd'hui présents sur Terre.
Il s'y accumule d'année en année à cause de toutes les criminelles activités nucléaires anthropiques promues par l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui subordonne la communication sur les conséquences sanitaires et sociales de toutes les activités nucléaires de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, grâce à l'accord WHA 12-40 du 28 mai 1959, à l'autorisation préalable du lobby nucléaire planétaire onusien, représenté tout en haut de l'organigramme des agences onusiennes par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Alors, que dit Pierre? Il suit pas la Pierre. Oui. C'est un accélérateur de particules. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y en a qui suivent, Tout à fait. Et ils tournent en rond. Les particules tournent en rond, alors que les particules n'existent pas. Ce sont des ondes qui tournent en rond. Alors, invisible et durable serial killer de masse, les particules de radionucléides artificiels, dont certaines de césium-137, solubles dans l'eau, ont des demi-vies se calculant en centaines, en milliers, en millions, voire en milliards d'années. Voilà pourquoi exiger la fin de toutes les activités nucléaires militaro-industrielles est une vitale urgence sanitaire et sociale. Le nucléaire industriel, c'est la mort. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous de 19h à 20h sur notre page Facebook ou au Café L'Étincelle, jeudi 6 février, pour notre 163e émission Radar. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Pierre d'être venu. Merci Fabrice d'avoir participé. Voilà. Et donc, non, mais c'est avant de partir. Rappelons tout de même que les émissions Radar ont leur origine dans le fait d'avoir soutenu les victimes d'un des meilleurs amis d'Emmanuel Macron, allié et ami d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'est permis donc le 21 décembre dernier de se féliciter que soit raccordé au réseau le réacteur EPR de Flamanville qui, d'après l'IRSN, obligatoirement va finir par exploser ou avoir un très grave problème, vu que les aciers de sa cuve et de son couvercle ne répondent pas au cahier des charges techniques pour supporter les 300 atmosphères de pression et les hautes températures du circuit primaire. Et que, comble de l'ironie, ce petit salopard élyséen a dissous l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au 31 décembre 2024. Ce qui fait que, en probabilité, la catastrophe qui aura lieu en 2025, eh bien, il n'y aura plus de responsable. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Un petit mot ? Ah oui, aux États-Unis, ils ont changé la loi, dis-le. Parce qu'aux États-Unis, Trump, il fait aussi la même saloperie. Maintenant, ils ont déréglementé de telle sorte que n'importe quelle entreprise va pouvoir produire des mini-réacteurs et tu installeras ça, là-bas comme je pousse. Ne critiquons pas mon ami Donald. Parce que je suis désolé, mais Biden, il a fait signer une loi développant le nucléaire en ce moment. Puis Donald, il a beaucoup de qualités. Bon, il est méchant, mais enfin, avouez qu'on ne va pas élire quelqu'un de gentil pour être président. Enfin, n'importe quoi. Alors non, je voulais juste faire m'excuser. J'avais parié avec les téléspectateurs qu'il y aurait les internautes, que Paris serait inondé avant la fin de l'année. J'ai perdu mon pari, mais je suis parieur. Donc je parie une bouteille de Roteux que la centrale de Flamanville sera arrêtée pour examen. Elle a déjà été arrêtée 3 fois déjà. Avant le printemps 2025. Une bouteille de Roteux. Si elle pouvait être fermée définitivement, ça nous ferait des vacances, mais malheureusement, l'ensemble de la pseudo-opposition, eh bien, elle est tout à fait pour cette politique, parce qu'il n'y a pas de politique en France qui ne soit agréée
par le CEA et par la Direction Générale à l'Armement. Voilà, je vous souhaite quand même une bonne fin de soirée et c'est pour ça que je n'ai pas souhaité une bonne année 2025 parce que dans ces conditions, il est impossible de souhaiter ce que l'on redoute. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Super bien, le nucléaire, c'est la vie, c'est chouette.